Eh bien, salut à tous. Dites-moi, parmi vous, qui est-ce qui a déjà touché, voire possédé comme moi, la Xbox? Vous savez, la toute première console créée par Microsoft? J'ai tellement de questions d'ailleurs. Pour commencer, pourquoi Microsoft, connu à l'époque pour Windows et Office, s'est tourné vers les jeux vidéo alors que c'était complètement à l'opposé de leurs compétences? Et ensuite, comment la Xbox, sans être un énorme succès, a silencieusement révolutionné le monde du jeu vidéo? Pour la petite histoire, des équipes internes à Microsoft avaient commencé à réfléchir au projet jeux vidéo. C'est l'équipe Web TV. D'ailleurs, cette équipe Web TV souhaite mettre en place une vraie console avec un nouveau processeur personnalisé, une carte graphique personnalisée. En résumé, ils veulent concevoir une console de A à Z avec le matériel le plus adapté possible pour les jeux vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit pourquoi pas y intégrer Windows CE. La team en charge de la conception se met à acheter plein d'unités centrales de marque Dell, assez puissant pour l'époque, et ils s'amusent tout simplement à les démonter pour essayer d'utiliser leurs composants afin de fabriquer d'éventuels prototypes. En fait, ce qu'ils souhaitaient, c'était de faire construire les composants par une société spécialisée dans le hardware afin de les produire en masse. Cependant, personne ne voulait s'associer à Microsoft, parce que faire produire en masse des composants, c'est un business très risqué qui ne rapporte pas forcément grand chose. Je vous rappelle que vendre des consoles, ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Ce sont les royalties sur les jeux vendus qui rapportent le plus. Du coup, pour pouvoir avancer, la team en charge du projet a choisi de fabriquer et produire les composants eux-mêmes. Cette décision va drastiquement augmenter les coûts de production. D'ailleurs, certains membres de l'équipe étaient finement convaincus de l'échec de ce projet et de la perte de leur emploi. Ils nommèrent le projet Coffin Box, ce qui peut se traduire par cercueil en anglais. En plus de cette contrainte, pour réussir à percer dans le monde du jeu vidéo, il est indispensable que la console de Microsoft s'impose à leur ennemi mortel, qui n'est autre que la PlayStation 2 à ce moment-là. Cela va donc devenir une grande bataille pour pouvoir avoir une place dans les salons. Certains journalistes d'ailleurs parleront de la guerre du siècle. Pour concevoir la console, Microsoft travaille avec AMD. Ça y est, des rumeurs sont lancées. Microsoft va-t-elle remporter la bataille? Les joueurs chevronnés osent à peine y croire. Microsoft, le géant, veut s'attaquer aux jeux vidéo? Ça semblait irréaliste. Et pourtant, l'arrivée de la PlayStation 1 avec Sony était également irréelle. Malgré de multiples échecs, Microsoft arrive enfin à récupérer pas mal de jeux et de développeurs pour sa console, avec des gros noms tout comme Capcom, Namco, Konami, Activision et plein d'autres encore. Le projet commence à prendre forme, avec une sortie annoncée pour l'automne 2001, soit l'année suivante de la mise en place du projet. Et le temps presse, puisque la PlayStation 2 est sortie aux États-Unis et en Europe à la fin des années 2000, et ce fut un carton phénoménal. La PlayStation 2 a non seulement eu de l'avance, mais surtout elle a déjà une bonne réputation, que l'annonce de la Xbox ne semble avoir pas ébranlé. Nous arrivons au tout début de l'année 2001 au CES, au Consumer Electronics Show, un salon américain dédié aux nouveautés du monde électronique où les jeux vidéo sont de moins en moins présents, à cause de la création de salons dédiés exclusivement aux jeux vidéo, comme le 3. Pourtant, ce 6 janvier 2001, lors de ce salon, Microsoft décide enfin de lever le voile sur leur toute première console. We're unveiling the Xbox. This is the product that will be out later this year, and there's an amazing amount going on. Working with partners who help build the hardware, working with the software developers, working with the retailers. The program around this thing is really quite phenomenal. For the first time, let me now unveil Xbox. As I said, the design here was driven by spending time with gamers, actually putting the control in their hands. We tried out over 100 different form factors, to find what was the most comfortable and would give them the best gameplay. If it's a game that you've played before, one of the unbelievable things here is that we have a hard disk, and so the information about the game will already be stored. You don't have to load it off the disk or load it as you move from level to level. What you're seeing on the front, the eject, the on-off button, and 4 game ports. That was one of the big pieces of feedback, was people didn't want to be limited to 2. These games where lots of people can participate, we wanted to make it easy to have 4 people. Cette présentation est juste surnaturelle, dans tous les sens du terme. Bill Gates dans un salon généraliste, mais pas centré sur les jeux vidéo, qui dévoile la toute première console du géant Microsoft,
et surtout qu'il le fait dans un cadre un peu étrange en décrivant la console avec des termes très généraux et abstraits. Et quand on compare la présentation de la GameCube et quelques semaines auparavant, où tous les choix de Nintendo sont expliqués, où tous les jeux sont montrés, même le choix de la manette est expliqué. Ici, Microsoft reste très abstrait. Finalement, c'est un autre type de présentation qui vise à garder pas mal de choses floues, avec des termes un peu plus vagues, mais pas pour tromper les joueurs, plus pour les faire rêver. Nous arrivons au 22 février, après une campagne promotionnelle énorme au Japon, avec la présence encore une fois de Bill Gates, mais aussi la star locale, garantissant une énorme couverture médiatique avec des journalistes et des caméras partout. La Xbox arrive enfin au Japon, et c'est un énorme échec, avec seulement 125 000 consoles vendues, alors que Microsoft en avait préparé 250 000, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. La console n'intéresse pas grand monde. Pire que ça, les jeux se vendent hyper mal. Et Microsoft explique qu'à la fin du mois, les ventes vont s'accélérer, puisque les Japonais vont toucher leur salaire. C'est encore pire à la fin du mois. Plein de Japonais ramènent leurs consoles qui sont désormais vendues en occasion seulement après 2 mois. La console n'a même pas dépassé les 200 000 unités vendues, alors que Microsoft en avait prévu de vendre 3 millions d'unités. Et plus aucun jeu Xbox n'est dans le top 50. Mais le 24 septembre 2002, un coup de bonheur frappe le monde du jeu vidéo et Microsoft annonce avoir racheté Rare. Rare qui était le partenaire de Nintendo pendant tellement d'années. Le même Rare qui a sorti des jeux de légende qui ont marqué l'histoire de jeux vidéo, comme l'incroyable série de Donkey Kong Country, GoldenEye 64 qui a révolutionné le FPS, l'excellent Banjo-Kazooie, l'extraordinaire Perfect Dark. Rare avait annoncé préparer des jeux pour la GameCube. Microsoft vient de s'acheter l'un des studios de développement les plus connus et les plus répandus au monde. Et c'est justement ce qui manquait. De gros jeux de qualité par la même occasion. Ils viennent affaiblir Nintendo qui avait fait fort à l'E3. Dans la foulée, Microsoft lance le Xbox Live aux États-Unis et le démarrage est complètement dingue. Les 150 000 kits de démarrage Xbox Live mis en vente s'écoulent très rapidement. Les joueurs américains sont totalement conquis et rêveurs de l'arrivée de jouer en ligne. C'est une excellente nouvelle pour Microsoft. Le service arrive avec 3 jeux compatibles, Picasso, MotoGP et Ghost Recon. Microsoft annonce au passage que 50 jeux seront jouables en ligne d'ici 3 mois et que le service arrive au Japon et en Europe. Mais le problème c'est que le succès restera américain, puisqu'au Japon la console se vend tellement peu qu'elle a moins d'1% de part de marché, et forcément Xbox Live ne peut pas convaincre avec aussi peu de joueurs. En Europe, les joueurs ne sont tout simplement pas équipés pour jouer en ligne, c'est un bordel à mettre en place, tout ça pour pas grand chose à leurs yeux. Quand on pense que Nintendo vise un public familial, la très sérieuse société Microsoft à la pointe de la technologie, qui se lance dans le secteur avec en plus de cela une grosse campagne marketing qui vise un public plus âgé, tout ça a participé à faire du jeu vidéo un divertissement pour tous les âges. Et puis l'entrée de Microsoft dans la danse a aussi forcé Nintendo à changer de direction et à faire des consoles différentes avec une vision différente. Parce que Nintendo ne pouvait pas lutter contre les deux ogres, Sony et Microsoft. Parce que l'arrivée d'un nouveau concurrent qui a autant d'argent et qui prend les jeux vidéo très au sérieux, c'est une bonne chose pour les joueurs. Plus il y a de concurrence, plus il y a d'investissement, plus il y a de joueurs et plus il y a de développeurs, et donc il y a de la différence. C'est aussi l'arrivée de Microsoft qui a fait du jeu vidéo ce qu'il en est aujourd'hui. Un divertissement ultra populaire qui touche un public énorme, et même s'il est vrai qu'en dehors des États-Unis, son impact a été très limité. La Xbox est une console merveilleuse qui résulte d'un développement insensé, alors qu'on pourrait penser qu'une société aussi gigantesque que Microsoft, qui ait des process maîtrisés pour la création d'une console, il n'en est rien, personne ne s'y connaissait dans l'entreprise. C'est une toute petite team qui était passionnée par les jeux vidéo qui ont réussi l'exploit d'en sortir la console la plus puissante du marché, et tout cela créé en quelques mois, certes en bénéficiant d'un soutien financier énormissime, mais surtout en essayant d'innover sur la console, sur son architecture qui permet de développer des jeux très facilement contrairement à la PlayStation 2, en intégrant un disque dur, avec le focus sur le jeu en ligne, parce que l'équipe de développement adorait jouer aux jeux sur PC en ligne. Ils ont fait un travail remarquable, puisqu'on l'oublie trop souvent, mais créer une console à partir de rien est une tâche incroyablement complexe. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, et c'est dingue qu'ils aient réussi à faire aussi bien pour leur toute première console, et tout ça sans expérience. Prêt à partir de rien ? Et ça c'est vraiment honorable, de faire quelque chose d'aussi abouti. D'ailleurs c'est pour cela que personne n'y croyait, et que les éditeurs se moquaient de Microsoft. Comme le PDG d'Electronic Arts, qui leur disait tout simplement qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était de faire une console. Et pourtant Microsoft a réussi de faire quelque chose de solide, et en faire une base sur laquelle se reposer pour ses prochaines consoles qui collecteront un plus grand succès. Mais après un développement fou et malgré une sortie américaine complètement dingue qui laissait présager de grandes choses,
la Xbox a raté sa sortie japonaise et européenne, à cause de son prix bien trop élevé, mais surtout à cause de l'omniprésence de Sony dans la PlayStation 2, sortie bien avant et a écrasé tout le monde, notamment grâce à son lecteur DVD qui l'a bien aidé à se populariser avec un public plus large. Sony ne peut pas faire le coup 2 fois de suite, et l'arrivée de la Xbox 360 avant celle de la PlayStation 3 va lancer un nouveau chapitre. Cette guerre entre les deux géants profitera un peu plus tard pour Nintendo. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit documentaire sur ma chaîne. Ça m'a pris pas mal d'énergie, donc soyez un peu indulgents avec moi. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur cette chaîne. Allez, salut, bye.